Aujourd'hui, on est ici au théâtre de la Reine Blanche avec Alice Etienne pour parler de Lost in Vatican. Alors comment vas-tu à quelques heures de la grande première reprise, parce que vous avez déjà joué? C'est ça. Je suis comme ça. Non, ça va. On est super heureux et heureuses de reprendre ce spectacle. C'est beaucoup d'émotions. On ne l'avait pas joué depuis 3 mois, mais on a fait des petits ajustements aussi par rapport à janvier. Notamment, on a raccourci pas mal de scènes et tout ça. Donc là, on a fait un filage à l'instant. Ça dure 1h20, c'était ce qui était prévu. Donc je suis très contente de ça. Lost in Vatican, on retrace un peu le parcours d'une sœur, ancienne sœur, du moins d'une sœur qui a été virée à l'instant T et qui va partir pendant quelques jours, quelques heures avec des sœurs de la perpétuelle indulgence. Ouais. Est-ce que pour comprendre ceux qui sont rejetés, il faut aussi être passé par cette case d'être rejeté ou d'avoir vécu une sorte de rejet? Je suis pas sûre parce que ce serait manquer de curiosité et d'indulgence, justement. Donc je suis pas sûre. Après, pour nous, c'était important qu'au moins cette sœur-là, qui est une sœur franciscaine catholique, croyante, et qui rencontre ses sœurs profanes, elle puisse avoir un point commun avec elle. Et c'est le deuil. Et c'est l'expérience du deuil qui lie les sœurs, évidemment, pendant les années 90, puisque le spectacle se passe dans les années 90, en pleine épidémie de sida. Donc les sœurs connaissent énormément de personnes qu'elles perdent tous les jours. On allait à un enterrement par semaine, à minima, dans ces années-là. Donc c'était important qu'elles puissent au moins se rejoindre sur la douleur du deuil, qui donc, dans son couvent, Christine, le personnage principal, n'arrive pas à exprimer ce deuil-là. En tout cas, il n'y a pas la place pour ça. On lui somme de le taire, de taire sa douleur et de s'adonner à Dieu. Mais justement, elle rencontre les sœurs et elle se rend compte que parler, c'est important en fait, et que le silence est égal à la mort, pour reprendre les mots d'Acte. Comment bon, moi je suis gay et du coup j'ai fait la marche des fiertés, la Gay Pride, et il y a vraiment il y a toujours ces sœurs. On n'ose pas aller les voir, Oui. on ne sait pas qui c'est, elles sont là, Oui. et on sait profondément, comme une sorte de transmission, même pas, voilà, de transmission interne à nous-mêmes, on sait qu'elles ont été importantes pour la communauté LGBT. Ouais. Comment tu les as découvertes? Comment tu t'es dit, allez, j'y vais et je mets ça en scène? Bah alors, bizarrement, pas lors d'une Pride, alors que pourtant j'en ai fait, mais je les avais jamais vues. Et c'est que Lila, qui est l'autrice du texte, et moi, on était à une exposition au Mucem, à Marseille, il y a bien 4 ans. C'était une exposition sur l'histoire politique, médicale, sociale du VIH. Et on est tombé nez à nez avec une photo des sœurs, des pionnières, dans les années 80, même fin des années 80 à San Francisco. Et en fait, on a eu un petit coup de foudre et choc esthétique et politique. Et on s'est dit, mais c'est tout ce qu'on recherche, c'est tout ce qu'elles incarnent. C'est aussi le trait d'union entre nous deux. Moi, je suis anticléricale, quoique respectueuse, mais anticléricale. Lila est profondément croyante aussi. Et du coup, c'était la jonction de nos deux univers, en fait. Et on s'est dit, bah, il y a vraiment matière à mélanger. Mais c'est ce que les sœurs font, c'est-à-dire mélanger les codes religieux et les codes queer beaucoup plus profanes. Intéressant. Je suis obligée de rebondir sur ce que tu viens de dire et le fait que tu es anticléricale. Il s'avère que, je crois que je te l'ai dit, mais que j'ai fait des études pour devenir prêtre. Dans ces études-là, j'ai accepté que j'étais homosexuelle. Et du coup, 1 an après, je me suis retrouvée dans une Pride. Donc il y a un chemin qui est assez commun à ce que vit finalement ta pièce et la sœur qui est dedans. Et toi, là, tu viens de me dire que finalement, tu es anticléricale, quoi. Donc tu es un peu contre ça. Et par contre, les dogmes et la structure hiérarchique de l'Église. Et pourtant, et c'est là, tu m'as posé une question avant qu'on commence, et en fait, je suis venue avec beaucoup de réserves. Parce qu'il y a Lost in Vatican, que ça va parler de sœurs, et je me suis dit, oula, où je vais mettre les pieds? Ça m'a fait très peur, à vrai dire. Et j'ai trouvé la pièce hyper respectueuse. C'était important pour toi aussi, cette marque de respect? Ah oui, profondément. Il ne s'agit pas du tout de... Je ne partage pas ces croyances, mais pour autant, je les respecte. Et je les respecte de toutes les religions, quelles qu'elles soient. Et donc, pour moi, c'était important d'être plus intelligent que la haine et la compréhension. Au contraire, il faut être en dialogue. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup insisté
Oui, Lila était évidemment d'accord, mais je voulais absolument que Christine retourne parmi les siens à la fin du spectacle et redevienne une vraie sœur, entre guillemets, catholique, et elle ne devienne pas une sœur de la perpétuelle indulgence, parce que c'est important pour moi aussi que je ne veux pas qu'on laisse les valeurs charriées par la religion catholique et toutes les autres religions d'ailleurs, les valeurs, disons, positives, en tout cas la dévotion, l'indulgence, etc., qu'on les laisse aux franges réactionnaires. Absolument pas. Je crois que ça, c'est au cœur du spectacle d'ailleurs. C'est un éloge de la dévotion et donc pour moi, ouais, il fallait absolument, le respect était présent à chaque étape. Mais c'est intéressant que tu dises que tu avais peur, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens dont c'est le cas, effectivement. Ouais, c'est possible, c'est possible. Et en même temps, je le redis, mais je crois que je me suis jamais senti aussi bien dans une pièce. Parce que il y a tous les codes de la foi, il y a tous les codes de la recherche aussi, parce que c'est une recherche. Cette sœur, ces sœurs, se recherchent dans un moment donné, et on fait presque tous ce chemin-là à un moment où il y a un deuil qui se passe, tu l'as dit au début, c'est un deuil d'un côté chez cette sœur, mais aussi un deuil dans la communauté LGBT parce qu'on est en pleine épidémie de sida. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait un fil rouge dans la pièce. Parler du sida aujourd'hui, est-ce que c'est encore important? Cette question est provocante. Je n'y pense pas un mot, mais est-ce que c'est encore important? Évidemment. Évidemment, ne serait-ce que parce qu'on le voit, il y a une recrudescence des cas, le sida existe toujours, la discrimination existe toujours. Et nous, c'est important de réactualiser ces luttes-là au plateau, c'est essentiel. Et d'ailleurs, mon petit frère est venu voir le spectacle et ne savait pas un mot sur le sida. J'étais choquée déjà de ce qu'il écoutait à l'école, mais je veux dire, c'est vraiment, il y a toute une partie jeune en fait qui ne sait pas ce que c'est le sida ou qui sait très loin, de manière très lointaine, en disant que oui, on n'en meurt plus tellement aujourd'hui, enfin, il y a des traitements qui existent, mais en fait, l'épidémie continue. Et elle n'est plus au centre des actualités, alors même que c'est énorme. Parler des sœurs aujourd'hui, est-ce que ça vaut encore le coup? Ah oui. Ah oui. Déjà parce que c'est des êtres formidables, que les sœurs, effectivement, elles sont nées dans les années 80-90, mais en fait, il y a des élévations de sœurs qui continuent. Tous les couvents grandissent, et notamment d'ailleurs, j'ai l'immense privilège de les accueillir, et ce soir et vendredi, où il va y avoir une élévation d'une sœur à la fin du spectacle. Incroyable. Donc, les sœurs existent toujours, et évidemment, il s'agissait de rendre hommage au travail formidable qu'elles ont fait dans les années 80-90 en pleine épidémie, de prévention, mais aussi au travail qu'elles continuent à faire, en fait, d'écoute, d'indulgence, de prévention encore, parce qu'il le faut. Oui, évidemment. Et je suis assez... Enfin, j'aimerais que tout le monde sache que ces sœurs-là existent. De cette exposition au Mucem à Marseille à aujourd'hui, comment vous vous êtes plongé aussi dans cette histoire qui, parce que cette pièce, elle est à la fois fictive, mais aussi même documentaire, parce qu'il y a une voix off. Comment vous avez retracé tout ça? Comment tu t'es plongé à l'intérieur de l'histoire de ces sœurs et de l'histoire des années 90 finalement? Alors, on a fait un travail un peu parallèle, Lila et moi. Donc Lila s'est beaucoup plongée évidemment dans sa foi et dans ce qu'elle connaît aussi. Je veux dire, elle vient d'une famille où il y a des membres du clergé dans sa famille, etc. Donc elle connaît les codes et donc elle s'est vraiment adonnée à cette partie-là, disons, du spectacle. On avait l'envie de faire une fiction parce que c'est notre dada, j'ai envie de dire. Tous nos spectacles sont des fictions documentées parce qu'on s'inspire, comme le précédent, de choses réelles. Mais on avait envie d'écrire une uchronie, de voir vraiment une fiction purement romanesque. Donc Lila a écrit cette partie-là. Et pendant ce temps, moi, j'ai fait un travail documentaire auprès des sœurs d'immersion, où en fait, je leur ai écrit une lettre, comme une lettre de postulante, en disant que je voulais les rencontrer. Et elles m'ont conviée à un chapitre, qui est donc leur réunion menstruelle, où elles s'étaient 30 comme ça autour de moi. Et elles m'ont dit, voilà, c'est toi, présente ton projet. J'étais là, ok. Et du coup, on en a parlé, et après, elles ont voté à main levée pour donner la bénédiction devant moi. Et après, pendant 1 an et demi, 2 ans, je les ai suivies. Enfin, en fait, dès qu'elles font une action, elles m'écrivent. Et quand je pouvais, j'étais là. On a assisté avec toute l'équipe à un mariage, une bénédiction d'un mariage.
à la soirée XXL, on a fait pas mal d'événements comme ça. J'ai aussi eu l'immense privilège d'assister à leur maquillage, qui est quelque chose de très secret, la transformation en sœur. Et ça, du coup, j'avais aussi des questions très techniques, parce que nous, on se maquille au plateau. Elle met 2 heures, 2h30 à se préparer en réalité. Donc voilà, là, on a fait tout ce travail-là. J'étais comme une petite souris très discrète, en train de repérer les liens les unes des autres. Et c'était assez fascinant aussi de me rendre compte qu'elles ont toute une relation à la religion catholique plus ou moins tortueuse. Et donc c'était très, très intéressant. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Luna Crypton, qui est toujours garde-cuisse au couvent de Paris, qui a été sœur également pendant sa traversée de vie en tant que sœur, et qui est arrivée dans les années 90 au couvent de Paris. Et en fait, je parlais avec lui justement pendant une séance de maquillage, et là, il m'a raconté qu'en fait, il était profondément catholique, et qu'en fait, il avait failli devenir prêtre, qu'il était allé au diocèse et tout ça. Et je me suis dit en l'écoutant, alors même qu'on avait... Enfin, Lila avait fini d'écrire le texte. Donc, la pièce, elle existait déjà, qu'en fait, tout ce qu'il me disait, c'était le chemin grosso modo, de Christine. Et donc ça m'a scié. Et du coup, j'avais envie que ce dialogue-là avec lui et plus largement avec les sœurs puisse exister dans le spectacle et de pouvoir faire un peu le pont. Aussi parce que c'est la place que j'incarne en tant que comédienne dans le spectacle. C'est pas la metteuse en scène, parce que l'idée, c'est pas de me mettre en scène mettant en scène, ça ce serait tout ce que j'exècre. Mais par contre, c'est de prendre cette rencontre fabuleuse que j'ai eue avec les sœurs et d'essayer de redistribuer un petit peu au public, quoi. Est-ce qu'il est venu voir le spectacle? Vendredi. Je vais être en larmes du début à la fin. Vendredi, c'est une grosse soirée. Ce maquillage, tu t'en parlais là. Comment vous l'avez appréhendé du coup au plateau aussi, parce que c'est un moment long mais très poétique. Comment vous avez réussi à le faire exister? Alors, je me suis beaucoup posé la question de comment articuler tout ça, effectivement, parce que dans la réalité, les sœurs se maquillent en 2 heures. C'est un temps incompressible pour elles, mais qui pour nous devait être compressible par la force des choses. Donc, très vite, j'avais envie d'instiller des petits moments d'irréalisme, disons, où le maquillage puisse apparaître au fur et à mesure. Et du coup, c'est aussi ce que permet mon rapport et mon dialogue avec Crypton dans le spectacle. C'est que pendant que je dialoguais avec lui, ça leur permettait à elles et eux de commencer à faire des petites étapes. Et en fait, on est passé par... Au début, on avait fait des maquillages de Maboule. Après, on s'est rendu compte que c'était infaisable au plateau, donc on a simplifié. Et après, j'avais envie, parce qu'il y a donc cette grande malle magique au plateau, qui est blanche immaculée quand on commence le spectacle, la Vierge, et qui se révèle être une malle de maquillage. Et du coup, j'avais très envie que ce moment existe, que ça puisse se faire aussi, en fait, comme un rituel, parce que c'est ce que j'ai eu l'impression de voir en regardant les sœurs se maquiller, c'est que c'est de l'ordre du sacré, c'est de l'ordre du rituel. Pour moi, c'était important que les prix de Dieu soient dans cette scène-là et que ça puisse être vraiment comme un rituel. La scénographie est très recherchée, la création lumière est très recherchée, la création sonore aussi. Pareil, ça a été un travail... Vous avez mis combien de temps pour faire tout ce travail-là? Alors, trop longtemps. Enfin, dans le sens où, dans nos moyens de production qui sont nuls, ça a été trop étendu, le travail. Et ça, c'est des choses qu'on apprend en faisant. Quand on est compagnie émergente, on se rôde. Mais il y a eu plusieurs... en fait, la partie documentaire est arrivée très très tard. Elle est arrivée au mois de novembre. Okay. Et on a créé en janvier. Alors qu'on avait commencé à répéter il y a 1 an et demi déjà. Mais on a aussi une reprise de rôle entre-temps. Donc en fait, on a beaucoup travaillé les scènes d'une fiction. Et le fil rouge narratif documentaire est arrivé assez tard et continue de changer d'ailleurs. Là, ce soir, on teste une nouvelle version. Mais c'est parce que je cherche encore aussi l'endroit juste et j'aime bien. En fait, je crois que j'adore, et j'imagine que ça va s'arrêter un jour, mais que le spectacle soit en constante mutation et il y a en recherche. En tout cas, ça me plaît. Avec une envie que le spectateur ait envie de faire la fête avec vous. Oui. Est-ce que moi, je suis sortie de là en me disant c'est bon, je vais en boîte ce soir. C'était en pleine semaine, donc j'y suis pas allée. Mais il y a un vrai enjeu pour que le public ne s'ennuie pas aussi. Ça me fait plaisir que tu dises ça. Le spectacle est conçu comme étant un hymne à la joie. Vraiment,
Parce qu'on parle évidemment, on parle de sida, on parle de décès, mais je crois que c'est mon côté aussi optimiste, c'est le côté lumineux de la force. Je veux dire, il faut aussi faire face à tout ça avec humour et joie, quoi. Et ça, c'était le plus important pour nous. Ouais. Et je vous en ai un peu voulu parce qu'à un moment donné, vous passez dans les rangs avec des hosties. Je ne dirai pas Oui. Je ne vais pas spoiler tout ce moment-là, mais il s'avère que je me suis retrouvée à la fin avec le petit chapeau et avec tous les bonbons à l'intérieur. Et du coup, j'ai mangé. Et le soir, en rentrant, j'avais très mal au ventre. Donc, merci beaucoup. Donc, je voulais aller en soirée. J'ai pas pu parce que c'était en pleine semaine. J'ai eu mal au ventre. Bref, j'ai adoré cette pièce, vraiment. Ouais. Vous avez d'autres pièces aussi, dont une que j'ai pas vue, mais dont j'ai entendu beaucoup parler. Ah ouais. Rocky 6. Ouais. Parce que il me semble, quand vous l'avez joué, j'étais encore au conservatoire du 19e arrondissement. Okay. Tout le monde l'avait vu et tout le monde m'a dit « faut aller voir cette pièce ». Donc je me posais la question de quoi parle cette pièce. Ça m'émeut beaucoup que tu dis ça. Rocky, c'était le premier spectacle de la compagnie, ça c'est le deuxième, qui s'est construit dans un temps mouvant. C'est-à-dire qu'au départ, c'était ma carte blanche de sortie du conservatoire régional, donc qui a duré 30 minutes. Et on a beaucoup aimé faire ça, et donc on l'a transformé en spectacle d'1 heure. Et du coup, je suis très attachée à ce spectacle pour plein de raisons, mais je vois aussi ses défauts dramaturgiques, disons. Même si on a envie de le reprendre là en ce moment, mais donc ça, tu vois, tu prêches la bonne parole là. Mais c'est inspiré de mon histoire personnelle, même s'il ne s'agissait pas de raconter, encore une fois, parce qu'on transcende par la fiction à chaque fois, en tout cas on essaie dans nos spectacles. Moi, j'ai appris quand j'avais 19 ans que j'étais intersexe, et ça a été une délivrance, et non pas du tout un choc comme c'est annoncé. On nous annonce ça comme si on avait un cancer. L'intersexuation, peut-être que je définisse. Oui, peut-être. L'intersexuation, c'est la situation sociale et médicale de personnes qui ne correspondent pas aux normes justement sociales et médicales du féminin et du masculin. En fait, ça représente 3% de la population. On dit qu'il y a autant de personnes intersexes qu'il y a de personnes rousses, donc c'est énorme en fait. Okay. Et c'est des variations totalement saines du vivant qui peuvent arriver à n'importe quel stade de la vie. Enfin, je veux dire, c'est biologique à la naissance, mais en tout cas, on peut s'en rendre compte à n'importe quel stade de la vie. Et il y a plus de 30 variations différentes. Et en fait, la pièce a été construite autour d'un ring, Rocky 6, parce que le personnage principal, qui s'appelle Joséphine, mais qui préférait se faire appeler Joe, voyait un peu toute sa vie. Et parce qu'en fait, j'ai pensé ce spectacle. D'ailleurs, ce spectacle m'a guérie, parce que j'étais très en colère contre le corps médical, j'étais très en colère contre la société. Je bouillonnais, en fait. Et ce spectacle m'a permis de trouver une espèce de zénitude, où en tout cas, je me suis dit, au moins, ça a été entendu. Ce cri un peu de rage, mais de joie aussi, parce que c'était une comédie, et on fait que ça. C'est l'humour, ça fait aussi, c'est notre patte, disons. Et donc, c'était cette Joséphine qui découvrait qu'elle n'avait pas d'utérus ni de vagin, et que du coup, elle ne correspondait pas totalement à la case de la fille, quoi. Et au lieu que ce soit annoncé comme un drame parce qu'on est hétéro-normalisé depuis la naissance et tout ça, elle le vit plutôt comme une délivrance en disant « mais c'est génial ». Et c'est d'ailleurs ce que j'ai vécu, c'est-à-dire « mais mon corps correspond totalement à mes idéaux politiques ». Ah bah le féminin, le masculin, ça n'existe pas. C'est un futur, en gros, c'est un futur désirable. Ça a été l'occasion, cette pièce, de te réapproprier aussi ton histoire ? Ouais, après je me l'appropriais vachement, mais en fait je l'ai fait très à chaud. Okay. Enfin, ça a longtemps à éclore, mais j'étais en plein processus aussi de digérer tout ça. Mais c'est pas digérer tant la nouvelle, puisqu'en fait, chacun que je le savais, mais c'est plus l'errance médicale qui s'ensuit. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de ne pas avoir été mutilée par le corps médical, mais il faut savoir qu'il y a plein de personnes intersexes qui sont mutilées par les médecins, alors même que c'est interdit en France. Voilà, donc j'avais besoin d'en parler aussi avec joie et de dire que ça existe en fait. Ouais, et puis en fait finalement on ne connaît pas. Non, pas du tout. J'avais reçu dans mon podcast Marcos Carames Blanco pour X Variations qui parlait de ce thème-là avec une justesse assez particulière. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette pièce et donc j'ai hâte de voir Rocky 6. Alors, on va le reprendre. En fait, on voudrait le reprendre en version scolaire.
aussi parce que ça fait partie intégrante de notre travail, de faire de la transmission et de la sensibilisation aussi. C'est pour ça que j'ai parlé de réappropriation, Ouais. parce que j'ai l'impression que Lost in Vatican, c'est aussi l'opportunité à la communauté LGBT de se réapproprier son histoire. Aujourd'hui, je le vois, moi, dans mes propres relations autour de moi, j'ai l'impression que personne ne connaît réellement l'histoire de la communauté LGBT. Il y a peu d'archives, il y a pas de musée en France, il y en a un à Berlin, mais pas en France. Je crois que maintenant, il existe des archives LGBT, mais on a mis du temps à avoir un local, à avoir un truc. C'est aussi cette opportunité-là, je dis beaucoup cette opportunité, c'est aussi ça que tu as voulu provoquer peut-être chez le spectateur l'envie d'en savoir plus. Oui, bien sûr, bien sûr. Effectivement, c'est le devoir de mémoire est au cœur du spectacle et c'est important pour moi que ça puisse être un témoin, en tout cas ce spectacle, d'une partie de l'histoire queer, mais je veux aussi l'adresser à toutes les personnes qui ne sont pas queer et qui méconnaissent totalement nos luttes et qui méconnaissent totalement notre histoire. Et donc, c'était important de pouvoir ouvrir vraiment le dialogue autour de ça. Merci beaucoup. Merci à toi. De m'avoir permis de poser toutes ces questions-là. Vous aurez toutes les informations sur Lost in Vatican en description. Et je le redis, moi j'ai adoré cette pièce, vraiment. Merde pour ce soir. Voilà. On prend et on est là jusqu'à dimanche. Et après, on joue à Avignon cet été. C'est vrai? Ouais. Je crois que j'avais loupé cette information. Oui, on joue à Avignon, on a trop... Enfin, c'est une consécration, je veux dire, c'est un privilège énorme, on est super, super, super contente. C'est cool ça. Ouais. Cette représentation... Ça va être sportif pour ça va le être coup. sportif. Ça va être sportif parce que le spectacle est effectivement sportif. Ouais. Et en termes de logistique et en termes de... Voilà, mais c'est génial. Et puis c'était mon rêve de jouer Lost in Vatican dans la Cité des Papes. Donc, c'est parfait. Je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de belles choses à Avignon. Merci. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien rater de l'actualité de mes invités. Nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.